Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Rachid Outariyet, président de l'Association professionnelle des sociétés de bourse. Monsieur Outariyet, bonjour. Bonjour Salim. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes président de l'association qui regroupe l'intégralité des professionnels de l'intermédiation boursière. On vous reçoit aujourd'hui dans un contexte particulier. Je vais le rappeler pour que les internautes comprennent l'objet de notre interview. Donc, la PSB a réalisé une étude assez approfondie, on en parlera tout à l'heure dans le détail. Vous avez fait le diagnostic de certains défis à relever à la bourse de Casablanca ainsi que les propositions pour que la bourse de Casablanca et le marché des capitaux marocains se développent à horizon 2025. Donc on va essayer aujourd'hui de mettre en avant les différentes propositions de la PSB. Et avant d'en parler, donc, je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Je vous demande pour les quelques internautes qui ne connaissent pas la PSB de nous présenter votre association. Merci encore une fois pour ton invitation. En effet, la PSB, c'est une association qui regroupe les 17 sociétés de bourse marocaines. Elle a la particularité d'être agréée par le ministère des Finances. Donc, elle a été créée en 1995. Donc, le hasard veut que cette année, que ça coïncide avec le 25e anniversaire de la création de l'association. Et notre rôle est de promouvoir les métiers d'intermédiation boursière, de développer les marchés financiers, le marché boursier d'une manière plus particulière. Et à ce stade, on accompagne les différentes autorités de tutelle, que ce soit le Trésor, le ministère, l'AMC, dans les différentes réformes, les différents sujets qui sont liés à l'intermédiation boursière. Très bien. Alors, vous avez réalisé dernièrement une étude assez poussée. Vous avez fait le diagnostic des problématiques auxquelles sont confrontés le marché boursier marocain. Quelles sont les principales conclusions de cette étude et puis dans quel contexte elle a été réalisée? La PSB a réalisé une étude d'envergure. Ce n'est pas une étude récente. D'ailleurs, on est en train de la réactualiser pour faire un petit bilan d'étape par rapport à ce qui a été diagnostiqué, par rapport à la réalisation de différentes actions qu'on avait listées et qu'on a proposé de mettre en place ou d'accompagner. Cette étude vient dans un contexte, ça a été réalisé dans un contexte assez particulier, effectivement, où il y a eu la démutualisation de la bourse de Casablanca. C'est-à-dire le changement d'actionnaire de la bourse, effectivement, où les sociétés de bourse qui étaient avant cette date-là les seuls actionnaires de la bourse, avec une bourse qui a une gouvernance différente, avec les banques, les compagnies d'assurance, CFC et la CDG et aussi quelques sociétés de bourse indépendantes qui restent dans le tour de table. Le plus important n'est pas tellement la démutualisation en elle-même, le plus important c'est les réformes qui vont avec. Il faut se mettre dans le contexte où le cahier de charge prévoit pour les nouveaux actionnaires de la bourse de Casa de mettre en place un marché à terme, une chambre de compensation, de consolider les différentes structures du marché financier marocain de telle manière à ce qu'on puisse aller d'une seule voie, porter les mêmes réformes, les mêmes changements et être complètement aligné pour réussir cette vraiment transformation du marché financier marocain, boursier marocain, pardon. Donc la PSB a jugé important, dans ce cadre-là, d'apporter sa réflexion et d'apporter sa voix à cette dynamique. Et donc l'étude, elle a été analysée ou elle a été structurée de la manière suivante. Je résume l'étude est assez consistante. J'invite les différents internautes à la consulter, à la lire au niveau du site, le nouveau site de la PSB. On a privilégié un premier diagnostic qui portait sur 10 ans d'évolution de la bourse de Casa, en comparaison aussi avec d'autres marchés financiers comparables, africains, Moyen-Orient, la Turquie, ce qu'on a jugé être comparable sur un benchmark. L'objectif de cette première partie diagnostique, c'est justement d'avoir un petit peu ce recul et de voir comment notre marché s'est comporté, comment les autres marchés se comportaient pendant la même période, qu'est-ce qui fait la force et les faiblesses de notre marché. On a des conclusions qui sont assez, flagrantes, je peux résumer ça très rapidement. Il y a des forces dans notre marché. Il y a d'excellents régulateurs, il y a un excellent écosystème dans le sens où les différents opérateurs sont en normes, sont efficaces, on a des moyens importants, on a des sociétés cotées de taille très importante qui ont une présence africaine, voire internationale
importante. On a une capitalisation boursière très importante qui n'est pas représentative de l'économie marocaine. Elle reste concentrée sur une partie de l'économie marocaine. Ça, c'est un billet de notre marché. On n'arrive pas à capter au niveau du marché boursier marocain les sociétés qui sont dans des secteurs qui connaissent une croissance plus forte que l'économie sur les dernières années. Par contre, nous avons des lacunes, comme tout marché j'allais dire, mais des lacunes qui sont assez structurantes quand même, qui nous pénalisent. Le premier, c'est le manque de liquidité. Et on l'a bien vu au niveau de l'étude, vous allez pouvoir le consulter, qu'on est très peu liquide par rapport à beaucoup d'autres marchés. Il y a aussi le fait que le flottant ne soit pas très important par rapport à beaucoup d'autres marchés qu'on compare similaires en termes de taille. Et il y a un train de réforme qui est en cours, mais qui prend beaucoup de temps à se mettre en place et à se transformer en produit qu'on peut offrir aux investisseurs. Et puis, bon, vous le savez très bien, tout le monde le sait, on a été downgradé, on est passé d'un statut d'emerging market au niveau de l'indice MSCI à frontier market, et la raison principale était la liquidité. Ça, c'est donc la première partie diagnostic. À partir de là, il y a un autre facteur éventuellement qu'on peut aussi citer, c'est la concentration. On est dans un marché où il y a une très forte concentration. Il y a une très forte concentration en termes d'investisseurs, il y a une très forte concentration en termes d'intervenants sur le marché, il y a une très forte concentration sur les sociétés cotées. Il n'y en a pas beaucoup, pas énorme, mais déjà les valeurs qui sont les plus liquides, qui traitent le plus régulièrement, il y a une très forte concentration. Si je ne me trompe pas, on est à 5 sociétés qui représentent plus que 50% du volume du marché assez régulièrement. Donc il y a une très forte concentration sur quelques valeurs. Dans cette étude, justement, vous développez ces axes en actions concrètes à mettre en place. Pour vous, quelles sont les plus urgentes? Si vous voyez l'étude, bon, il y a, je ne me rappelle plus, 80-90 actions. Il y a des actions un peu plus structurantes que d'autres forcément. Il y a des actions qui sont beaucoup plus lourdes que d'autres. Mais pour être pragmatique et être pratique justement, ce qu'on a fait, c'est on a listé une vingtaine, même moins, une dizaine, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'actions sur lesquelles on doit travailler, mais il y a une dizaine qui sont impactantes. On appelait les 10 mesures impactantes. Et même sur ces 10 impactantes, on se rend compte dans la pratique que ce n'est pas des choses qu'on peut faire bouger rapidement sur les 10 actions. Donc il y a d'ailleurs, c'est quasiment des chantiers qui sont tous ouverts. En parallèle à ça, j'allais dire, il y a d'autres commissions sur lesquelles on travaille, avec qui on travaille, des partenaires avec qui on travaille, notamment le Trésor, la Bourse de Casa, CFC, la SFIM, et on a essayé de lister, de voir quels sont les sujets prioritaires. Donc si vous voulez, on est sur la quintessence de ces mesures-là. La première pour nous, c'est le prêt-emprunt titre. Il faut vraiment avoir un amendement au prêt-emprunt titre. La loi qui existe déjà, elle a ses limites, qui font qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1% du volume du prêt-emprunt titre qui se fait sur l'action et elle n'est pas utilisée alors qu'elle peut jouer un rôle très important dans la dynamique du marché, que ce soit en termes de liquidité ou que ce soit en termes d'efficience. L'intérêt est le suivant, il est assez, trivial, basique. Aujourd'hui, on est dans un marché où il y a du volume à la hausse. Quand le marché prend, il y a du volume. On le constate régulièrement. On a vu par exemple la hausse l'année dernière des volumes, parce qu'il y a un marché qui est haussier. On l'a vu historiquement parlant et la corrélation est très nette. Quand le marché baisse, il n'y a pas de volume. Parce que personne n'intéresse que ça baisse. Parce que personne n'intéresse baisse, on perd de l'argent quand ça baisse, tout le monde perd de l'argent. Alors que ça peut être beaucoup plus, efficient, même pour le marché, qu'il y ait des gens qui jouent la baisse. Parce que qui joue la baisse, ça aussi élimine un petit peu ou mitige le risque de hausse exponentielle ou exagérée. Quand moi, un investisseur, je suis convaincu qu'une valeur est trop chère et que je ne la détiens pas, j'en ai pas, je ne fais rien. Par contre, si je peux emprunter et vendre, je vais emprunter ces titres, ça génère des flux, ça crée un autre métier parce qu'il y a d'autres métiers qui vont se créer derrière, au niveau des banques, particulièrement tenant de compte d'une manière générale. Ces titres, je vais les vendre sur le marché parce que j'ai un pari à la baisse. Donc ça crée une transaction sur le marché. Et quand ça baisse, je peux acheter ces titres-là, donc ça crée une autre transaction sur le marché pour rembourser mes actions. Entre-temps, j'ai gagné de l'argent, comme je peux le perdre, c'est un pari. Donc finalement, le risque pour l'investisseur est quelque part le même. Aujourd'hui, il achète parce qu'il espère gagner à la hausse. Celui qui va emprunter des titres, il prend un risque dans l'autre sens, mais c'est quasiment le même risque. Il va peut-être perdre de l'argent. Il y a des mécanismes à mettre en place, bien sûr, pour sécuriser tout le process, mais c'est quelque chose qui nous paraît être fondamental. Pourquoi? Parce que
justement, ce que je viens de décrire comme schéma, ça permet de générer plusieurs types de transactions. Et ça permet des fois, c'est très important, cette fameuse exubérance des marchés, ça pourrait aussi les limiter. À un moment donné, lorsque le marché flambe, d'une manière excessive, ben, il y aura forcément des gens qui vont se dire, tiens, moi je ne suis pas convaincu, ben, je vais agir différemment. Aujourd'hui, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font à la limite? Ils regardent. Ils regardent, ils ne font rien. La deuxième mesure ou le deuxième chantier qu'il faut mener, c'est la fiscalité. On est convaincu qu'il y a des incitations, qu'il y a des ajustements qu'il faut faire au niveau de la fiscalité, de telle manière à permettre à un plus grand nombre de personnes physiques de s'intéresser au marché. Ça aussi, c'est un diagnostic, c'est aussi un constat qui est sorti du diagnostic. Dans le marché financier marocain, il y a à peu près 10 000, 11 000 personnes physiques. C'est très très faible par rapport à la population marocaine et le pouvoir d'achat de la population marocaine, le pouvoir d'épargne de la population marocaine. Comparé à d'autres pays où la population est beaucoup moins importante, on a une population qui est sur le marché action qui est beaucoup plus importante que ça. Donc il y a vraiment un travail à faire, qui passe aussi par l'éducation financière, mais pas que. Il faut aussi les inciter à le faire. Donc les incitations ne portent pas que sur la partie épargne, que sur la partie personne physique. Il y a aussi des incitations, des propositions qu'on a faites concrètes pour pousser, pour orienter plutôt les émetteurs ou les sociétés à s'introduire en bourse. Sachant que des incitations existent déjà. Si vous parlez des 25% et 50% dans le cas d'augmentation ou pas, effectivement, mais qui ont leurs limites. Aujourd'hui, vous proposez quoi dans l'étude concrètement? La logique est la suivante. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut inciter un promoteur, un propriétaire d'une société qui arrive à un niveau, un stade de sa vie où il pense vendre une partie, une totalité de sa société, ou pour une raison de transmission, pour différentes raisons patrimoniales, etc., ben, on sait très bien qu'il a le choix entre, disons, 3 possibilités. La première, c'est de vendre à un fonds de private equity, par exemple, ou de vendre à un investisseur industriel, local ou étranger, ou de s'orienter vers le marché financier, donc vers la bourse. On est convaincu, intimement convaincu, que le meilleur moyen pour lui, et le meilleur moyen pour le pays, vraiment pour le pays, c'est de s'orienter vers le marché financier, vers la bourse. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est dans la bourse, on est dans la transparence totale. Une fois qu'on a la bourse, on est, j'allais dire, le plus clean possible. Et on est en norme. On a des instances de gouvernance, on a des réglementations, on a un suivi, il y a une transparence qui se fait à tous les niveaux, que ce soit fiscal ou autre. Et donc on a tous intérêt, à mon sens, d'orienter les entreprises pour aller vers ce marché financier. Et donc si on veut les faire orienter vers le marché, il faut les inciter, autant que promoteurs, à aller vers ce marché financier. Donc celui qui va vendre, il va se dire, si je vends à un industriel en face, la valeur de ma société est de 100, si je vends, je vais payer X d'impôts, par exemple. Si je la mets en bourse, ben, toujours avec la même valeur de 100, je vais payer peut-être un peu moins d'impôts. Et donc là, je gagne un peu plus et tout le monde va se retrouver. Et d'un point de vue purement fiscal, n'oublions pas une chose qui est très importante, c'est que quand on fait une transaction hors cote, c'est-à-dire entre deux industriels par exemple, il y a des commissions, il y a des prélèvements de taxes, etc. bien sûr, mais quand la société est au niveau de la bourse, ça génère des flux, ça génère des transactions au quotidien. Donc, et qui dit transaction, dit impôt, dit TVA, dit IS au niveau des sociétés de bourse, de la bourse de Casa, de Maroc-Clear, etc. Donc, il y a tout un écosystème qui fait que ça génère de l'impôt. Il y a des plus-values qui sont réalisées par les investisseurs qui rentrent et qui sortent, et ça génère des impôts. Donc, le prêt-emprunt de titre, la fiscalité, le troisième axe. Le troisième, c'est le market making. On est convaincu, on a eu des discussions avec même des experts internationaux qui ont eu des expériences dans d'autres pays développés ou moins développés, notamment en Amérique du Sud, où le market making a joué un rôle important dans le développement de la liquidité. Un market maker, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend sur lui, sur son compte propre, des positions sur des valeurs. On peut imaginer des contrats avec la bourse de Casa pour assurer une certaine... C'est comme les IVT avec le Trésor, c'est un peu le même système, qui peut être avec un contrat avec la bourse, où il s'engage sur un minimum de présence au niveau du carnet, avec un spread minimum à l'achat ou à la vente, etc. Et c'est important pour le marché, pourquoi? Parce que si on a demain des market makers sur plusieurs valeurs, ben, on peut imaginer très bien que les investisseurs reviendraient d'une manière plus à l'aise, parce que quand ils vont revenir, ils vont savoir que au moins, s'il veut acheter n'importe quoi, 1000 actions de telle valeur, ben, il va y avoir quelqu'un qui va l'acheter quelque part derrière. Aujourd'hui, il y a quelques investisseurs qui ne veulent pas trop s'aventurer en bourse parce qu'ils disent qu'il n'est pas liquide. Et donc, si j'achète une valeur aujourd'hui,
Demain, pour une raison ou une autre, si je veux la vendre, peut-être que j'aurai du mal à la vendre. Ça arrive, pas toujours, heureusement, mais ça peut arriver. Et donc ça permet vraiment de créer une dynamique. Donc un retour d'investisseurs parce qu'il y a une confiance de dire il y a une contrepartie qui est là. Et deux, ces gens-là, ces market makers, qui généralement, à mon sens, devraient être des banques, mais bon, c'est ça le marché. Mais c'est un statut qu'il faut imaginer, sur lequel il faut travailler, qui peuvent demain agir sur le marché, prendre des positions, etc. Et donc ça crée aussi une dynamique. Le quatrième, c'est les ETF. Les ETF passent par la loi sur les OPCVM. Donc c'est important de pouvoir lancer de nouveaux produits. Et les ETF, la loi sur les OPCVM est en cours de discussion. D'après ce qu'on a comme information, elle est assez bien avancée, donc on peut être optimiste pour dire qu'elle va sortir bientôt, en tout cas dans quelques mois, peut-être cette année, j'espère cette année en tout cas. Et ça nous permettra d'avoir des ETF. Les ETF, c'est un nouveau produit qu'on peut avoir sur le marché, qui peuvent être gérés, c'est des types, entre guillemets pour simplifier, des types d'OPCVM qui sont cotés et qui permettent à tout investisseur, personne physique ou autre, d'acheter ou de vendre, j'allais dire un OPCVM qui peut être, par exemple, je dirais n'importe quoi, qui vont acheter le MASI sans acheter les valeurs et ils vont pouvoir être liquides. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est que les gérants qui sont initiateurs de ces ETF vont devoir prendre des positions pour dupliquer ce que représente cet ETF MASI, par exemple, etc. Et donc là, ça crée une dynamique encore. Donc là, ça a un double intérêt, parce que, ça permet de créer une dynamique liquidité sur les titres existants, et ça permet d'avoir un nouveau produit sur le marché sur lequel les investisseurs peuvent se positionner. Comme aujourd'hui, par exemple, là, c'est une belle réussite cette année où on a lancé les OPCI. Oui. Pour moi, la prochaine étape, ce serait que les OPCI puissent être cotés. Parce que là, ça crée aussi une autre dynamique dans le marché. Il y a des investisseurs qui sont intéressés, mais qui ne voudraient pas être forcément dans un fonds fermé, etc., qui veulent être dans une cotation. Donc là aussi, c'est une perspective qui est intéressante pour notre marché. Alors, vous nous avez parlé des 4 axes majeurs que vous voyez importants à court terme. Quel rôle va jouer la PSB pour atteindre ces objectifs? Comme je disais initialement, la PSB a un rôle d'accompagner les réformes et de force de proposition. Donc aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire justement, c'est on essaie de mener des études pragmatiques, concrètes, de telle manière à pouvoir aller vers les régulateurs, aller vers les législateurs avec des propositions précises. On a fait ça sur la fiscalité. On reviendra, la fiscalité, on a eu gain de cause sur un point, dans le sens où le plafond a été changé de 600 000 à 2 millions de dirhams. On a d'autres objectifs et on reviendra cette année encore, on est en train de revenir en charge auprès de la DGI, des législateurs, etc. pour aller plus loin. Sur les différentes autres études, ce que je disais à l'instant, les 4 chantiers qui nous paraissent prioritaires, donc on travaille sur ça d'une manière aussi concrète chez nous. Et en parallèle, on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes. Par exemple, il y a un axe qui nous paraissait aussi important, c'est l'information financière. Et c'est là où on a lancé notre site, le site internet de l'association, et qu'on veut d'une manière qui soit assez informatif, donc que les gens puissent consulter pour avoir de l'information sur le marché, et même sur le marché africain. Et sur d'autres informations sur les sociétés, les études, les analyses, etc. De telle manière à avoir cette information qui circule, c'est un point très important. On a aussi, par exemple, cette année, ça fait déjà 1 an et demi qu'on a travaillé sur ça, et on est quasiment à l'aboutissement, c'est les habilitations. C'est un grand chantier, ça faisait partie des axes ou des chantiers qu'on avait listés au niveau de notre étude. Il faudrait que, pour instaurer encore plus cette confiance auprès des investisseurs, qu'ils soient locaux ou internationaux, que d'avoir une habilitation pour les gens qui travaillent dans ce marché. On a eu une première promotion qui est passée en décembre, les résultats sont connus, ils sont très bons. On est en phase finale cette semaine, quasiment la fin de la formation de la 2e promotion, et qui va passer des tests début mars. Très bien. Alors, dernière question, la PSB a une dimension un peu africaine depuis quelques temps, parce que vous avez adhéré à des associations des bourses africaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette adhésion? Vous allez dire, c'est un peu plus qu'adhésion, on était parmi les fondateurs, c'est-à-dire on est parmi les gens qui avaient initié le mouvement pour aller vers cette association d'associations. Là aussi, il faut situer dans le contexte. Il y a une forte présence marocaine dans les pays africains, ça on le sait très bien au niveau de l'économie, au niveau des banques, ça a été de vraies réussites. Il est temps, à notre sens, que le marché financier se greffe à cette mouvance et qu'il puisse jouer vraiment son rôle de hub financier. On a une ambition forte d'être un hub financier et il faudrait qu'on puisse construire des ponts avec les pays africains
où il y a des opportunités. Et on s'est inscrit dans une démarche ou un projet qui est mené par l'ASIA, qui est l'association des bourses africaines, qui est présidée par Karim Haji, directeur général de la Bourse de Casablanca, et qui s'appelle AELP. Et l'objectif de cette initiative, c'est de connecter quelques bourses africaines. Et là, nous, on s'est dit, il faudrait, pour donner plus de poids à cette dynamique et pour pousser, et pour vraiment qu'elle soit réaliste et pragmatique et concrète, ça serait intéressant de créer une association des brokers, parce que finalement, si les brokers n'adhèrent pas, et nous derrière, comme brokers, c'est les clients derrière qui doivent adhérer, qui doivent trouver leur intérêt, cette initiative AELP ne va pas forcément avoir un succès. C'est-à-dire on peut très bien connecter des bourses, mais si derrière il n'y a pas de flux, il n'y a pas de connexion au niveau des brokers, qu'il n'y a pas d'intérêt auprès des investisseurs, on aura une connexion mais sans plus. Alors l'idée, ça serait qu'un investisseur marocain, par exemple, puisse passer des transactions sur la BRVM depuis une société de bourse marocaine. C'est une ambition forte de la PSB, ou des différentes associations d'ailleurs, dans les deux sens. C'est justement qu'on puisse demain offrir à nos investisseurs marocains ou étrangers ce qu'on appelle un one point shop. C'est-à-dire que tous les investisseurs, on va aller vers un broker marocain, ils vont se dire tiens, moi je veux agir sur plusieurs pays, ça ne m'intéresse pas que le Maroc, ne m'intéresse pas tout seul, je veux voir d'autres pays, et je n'ai pas envie d'aller ouvrir un compte au Kenya, au Nigeria, etc. Je traite avec un seul broker marocain et c'est lui qui traite avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui va venir, j'en suis convaincu. Ça va prendre du temps, c'est du long terme, c'est pas tout de suite que ça va se faire. Il y a des contraintes sur l'infrastructure. Mais on est en train de construire les bases. Il y a des contraintes, il y a plusieurs contraintes, pas que sur l'infrastructure. Il y a sur l'infrastructure, effectivement, parce qu'il faudrait que pour un investisseur puisse y aller, il faut le sécuriser en termes de règlement livraison, en termes de dénouement des opérations. Il y a les risques, comme on l'a dit tout à l'heure, de risque de change. Il y a des risques politiques qu'il faut appréhender, mais ça rentre dans le pricing des valeurs. Donc on peut très bien dire on va aller vers tel pays parce que même s'il y a un risque, on sait que le potentiel est très important. Et puis il y a les investisseurs qui sont à même de prendre ces risques, d'autres pas. Donc là, on est en train on le voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui agissent en Afrique d'une manière très forte. Donc il y a un marché à prendre. Et l'objectif à terme pour nous en tant que broker, c'est justement d'avoir cette dimension beaucoup plus large, qui ne soit pas limitée au Maroc. Aujourd'hui, on est des brokers marocains qui agissent sur le marché marocain. Notre ambition à la PSB et ce qu'on veut pour notre profession sur du moyen terme, c'est qu'on puisse agir dans tous les sens, d'où l'intérêt aussi des prêts empruntés, etc. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique et qu'on puisse agir sur différents types de produits. Demain, ça peut être possible avec les ETF, OPCI ou d'autres types de produits, marché interne, etc. Et puis surtout qu'on puisse élargir notre périmètre international. Et là, on parle d'Afrique, on peut très bien parler d'autres marchés, Moyen-Orient ou même au-delà. Il faut que les investisseurs nous accompagnent, qu'on puisse nous-mêmes leur donner le bon conseil pour qu'ils puissent agir sur d'autres marchés, c'est-à-dire d'autres opportunités dans d'autres marchés. Le monde est très ouvert, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent ailleurs, c'est à nous de devoir les saisir. Et ça, c'est un grand chantier pour nous en tant que société, parce que individuellement, c'est une transformation qui est très forte. Parce qu'aujourd'hui, il faut développer des compétences, que ce soit au niveau conseil financier, que ce soit au niveau de la recherche, pour pouvoir couvrir et offrir le meilleur service de qualité à nos clients. Encore une fois, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient étrangers. Rachid Boussariat, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de l'Association professionnelle des sociétés de bourse. Et encore une fois, merci pour toutes ces explications. Je vous remercie. Merci à vous. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.